Avant de commencer, je tiens à vous informer que si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents, la playlist complète se trouve dans les commentaires et la description. N'oubliez pas de liker dès maintenant pour ne pas oublier. Bon visionnage. I've got a techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno on your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Le chapitre commence avec quelqu'un attirant l'attention de notre protagoniste en demandant aux disciples du pavillon de se rassembler. Quelqu'un se plaint qu'il serait préférable de pouvoir apparaître tous ensemble, mais étant donné que tout le monde est transporté dans des endroits différents, les chances que cela se produise sont très faibles. Erasumu, transpirant et inquiet, exprime ses craintes quant à l'apparition en solitaire face au danger et il demande à notre protagoniste de réfléchir aux risques que cela implique. Comme, si de rien n'était, il ajoute qu'ils devraient prier pour apparaître ensemble car leur heure approche. Les deux sautent à l'entrée et l'éclat éblouit la vue de notre protagoniste. À ce moment-là, il se retrouve déjà dans le passage et voit une personne tomber. Il l'appelle frère et l'homme se tourne pour lui répondre que ce n'est pas seulement lui. Puis il reconnaît Yukai, qui venait de la 4e couche du flux de Kinong. Notre protagoniste se souvient alors que ce dernier fait partie du petit groupe du leader du pavillon disciplinaire. Le figurant, en sueur, se présente comme Nong, du salon disciplinaire et demande à notre protagoniste s'il se souvient de lui. Ce dernier le regarde en silence. À ce moment-là, quelqu'un crie et le figurant rougit lorsqu'une jolie fille arrive. Notre protagoniste se rend alors compte qu'il s'agit de Lan Chong, de la 7e couche du domaine du flux de Chi, et se souvient de la fois où elle a dit en souriant « Oh, quelle coïncidence !» Puis, 2 autres personnes tombent, attirant l'attention des 3. L'un d'eux venait de la 5e couche du domaine du flux de Kijuhan et l'autre de la 6e couche du domaine du flux de Qi Yushuang. Ils passent un moment à se présenter, et notre protagoniste note qu'ils ne sont que 5. À ce moment-là, un tremblement effraie tout le monde. Il s'exclame qu'il s'agit d'un tremblement de terre, mais il découvre rapidement qu'un golem de pierre s'apprête à mettre fin à la vie de Yushuang. Notre protagoniste, tel un héros, saute pour la sauver et ordonne à tout le monde de courir car les golems bougent. La fille leur suggère de courir jusqu'au pilier, car ils devraient pouvoir y semer les golems. Lorsque tout le monde arrive là-bas, la fille, en sueur, exprime son soulagement d'avoir réussi. Le figurant, Ning Tong, crie après Yang Kai, l'accusant de ramener les golems avec eux. Notre protagoniste, toujours en courant, lui ordonne de se taire et explique qu'ils peuvent détruire le golem car il n'y en a qu'un. La blonde propose alors à Zuan de deviner les mouvements de la créature, ce qu'il accepte après réflexion. Il saute sur le golem et lui assène un puissant coup. Notre protagoniste encourage à contre-attaquer et la fille qui l'a sauvé acquiesce, lançant une technique avec ses pieds pour traverser le golem et démontrer sa force. Ensemble, ils combattent pour vaincre le golem. La blonde propose d'aller aider et le figurant, jusque-là simple spectateur, accepte et se joint à eux. Quelque temps plus tard, tout le monde souffla de soulagement en voyant que le golem avait enfin cessé de bouger. En regardant le golem au sol, notre protagoniste réfléchit à la réaction de Yushuang, se demandant s'il y a un trésor à l'intérieur de ce golem de pierre. Le figurant, toujours irrité, cria à Yang Kai pour savoir pourquoi il avait amené un golem sur lui. Notre protagoniste, se défendant, expliqua qu'il l'avait fait dans la précipitation et ne l'avait même pas remarqué. Juste au moment où le gars allait insulter Yang Kai, la blonde arriva en leur demandant d'arrêter de se disputer. C'est alors que notre protagoniste annonça qu'il avait trouvé un diagramme de méridien à l'intérieur de la statue. Un trésor qui pourrait les aider à apprendre une nouvelle compétence martiale. Le gars qui avait porté la première attaque demanda qui prendrait le diagramme, étant donné qu'il n'en avait qu'un. Notre protagoniste expliqua que cela devait être la raison pour laquelle les golems se déplaçaient, chaque golem en possédant, probablement un. La blonde suggéra alors de rester sur place pour explorer un peu plus, et tout le groupe accepta. Ils discutèrent de la stratégie, sachant que les golems n'étaient pas faibles du tout. Pour que leur plan fonctionne, quelqu'un devait servir de leurre, attirer un monstre et courir en arrière pour qu'ils puissent les éliminer un par un. Le figurant, déjà irrité,
proposa d'utiliser les plus forts pour attaquer les golems et les plus faibles pour les chercher. Il demanda à frère Yu d'attirer l'attention des golems pendant qu'ils attendaient. Notre protagoniste, indifférent, accepta sans hésiter. La blonde, inquiète, demanda s'il était sûr de lui, et notre protagoniste affirma qu'il avait 80% de confiance en sa réussite. L'autre fille, inquiète, prévint Yang Kai que Ning Tong avait clairement quelque chose contre lui. Notre protagoniste, souriant, rassura tout le monde en disant que ce n'était qu'un figurant. Elle insista pour qu'il fasse attention et proposa d'échanger de personnes s'il n'y arrivait pas. Notre protagoniste accepta et se retrouva déjà devant les golems. Rapidement, il les attira tout en s'enfuyant, la blonde criant à tout le monde de se préparer. Les deux golems étaient proches de notre protagoniste qui courait très vite. Les figurants sautaient déjà sur les petites bêtes, attirant leur attention et éliminant les golems pendant 5 jours. Cependant, ils découvrirent que tous les golems ne possédaient pas de diagramme. Après le 4e diagramme, ils n'en trouvèrent plus et il devint plus difficile d'isoler les golems pour les détruire. Ils discutèrent de la dangerosité de continuer, craignant de finir par se blesser. Un figurant, complotant avec notre protagoniste, se demanda s'il devait abandonner. Un autre figurant, perplexe, questionna sur la façon de diviser les 4 diagrammes de compétences alors qu'ils étaient 5. Il proposa d'utiliser la méritocratie, affirmant que frère Yang, avec sa cultivation plus faible, contribuait moins que les autres et ne devrait pas en recevoir. Après réflexion, il ajouta que ce n'était pas juste de le laisser les mains vides et suggéra de lui donner quelques sous comme compensation. La fille sauvée intervint, refusant cette solution et insistant sur le fait que la valeur d'une compétence martiale ne pouvait pas être mesurée en pièces de monnaie. Notre protagoniste réfléchit. Dans ces circonstances, seul le leader de l'équipe a le droit de décider. La petite blonde proposa d'essayer une dernière fois et de prier pour que quelque chose vienne. Sinon, ils devraient trouver un moyen de compenser le frère Yang dès leur retour au pavillon. Notre protagoniste, irrité, pensa que cette fille acceptait tout ce que ce figurant disait. Elle le supplia d'essayer encore, ajoutant qu'il comptait sur lui. Toujours irrité, il répondit par un simple « compris ». En s'approchant des golems, le protagoniste réalisa que si les figurants ne faisaient pas un jugement juste, il devrait obtenir quelque chose seul. Tous les golems venaient en derrière lui, mais soudain, quelque chose attira son attention. Un des golems semblait être protégé par les autres. Il doit y avoir un trésor caché à l'intérieur, pensa-t-il. Au lieu de courir, il fonça sur le golem, assénant un coup avec la main chargée d'énergie. « Merde, il est persévérant. Je n'ai pas le choix, » murmura-t-il en utilisant 10 gouttes du fluide Yang, misant tout sur l'attaque. Avec un coup puissant, il brisa la défense du golem. Il cria qu'il le savait, voyant les autres golems tenter de protéger le diagramme. Il le prit, sauta sur les têtes des autres golems et s'enfuit. Il courut vers la sécurité tandis que la fille prévenait les autres que c'était la dernière fois et qu'ils devaient se préparer. Nous voyons les figurants combattre le golem et notre protagoniste sauter sur le pilier. « Cela doit être juste », dit-il en regardant la petite figurine qu'il avait prise. Il pensa que plus le nombre de positions activées était élevé, plus le niveau de compétence était élevé. Cela devait être la compétence la plus forte parmi les golems de pierre. Il valait mieux qu'il rentre. Connaissant ce figurant, il valait mieux garder cela secret. Les deux filles célébrèrent leur succès. « Nous avons réussi !» s'exclama l'une d'elles, heureuse. Enfin, ils trouvèrent un autre diagramme. « Avec cela, chacun de nous en a un », déclara la fille blonde. Notre protagoniste sourit, se disant que c'était son jour de chance. « Tout le monde a vraiment fait des efforts. Distribuons-les et cultivons un peu avant de partir, suggéra-t-il. Tout le monde fut d'accord. 3 jours plus tard, le groupe quitta la caverne des golems de pierre. Ils célébrèrent d'avoir enfin vu la lumière du jour. Notre protagoniste observa la forêt, pensant qu'il devait y avoir beaucoup d'herbes médicinales par là. En passant près du lac, un figurant remarqua des traces d'un grand groupe, concluant qu'ils s'étaient arrêtés ici. Un autre figurant, celui qui complotait contre le protagoniste, sourit en suggérant d'essayer de les atteindre. S'il pouvait retrouver le frère Jia et la sœur Sue, ce serait très bien. La petite blonde, observant qu'ils s'étaient arrêtés, ici, en déduisit qu'il ne devait pas y avoir de danger et proposa de profiter de l'occasion pour se rétablir. Le figurant insista sur le fait que sa suggestion était incroyable et avait tout son sens. Ils décidèrent de se reposer. La fille appela notre protagoniste et lui demanda de la suivre. Intrigué,
Il la suivit derrière une pierre où elle lui expliqua que le frère Du et elle-même aimeraient prendre un bain dans le lac. Notre protagoniste, confus, demanda si tout allait bien et si elle souhaitait la compagnie d'un homme. Irritée, elle clarifia qu'il voulait au juste qu'ils restent en garde pour empêcher quelqu'un de les espionner. « Tu ne demandes pas à la mauvaise personne. Ne serait-il pas mieux de demander au frère New Young ?» répondit-il. Notre protagoniste lui sourit, signalant qu'elle devait lui faire confiance, mais ajouta qu'il pourrait aussi finir par espionner. La petite blonde répondit avec un sourire, affirmant que cela lui était égal, bien qu'elle ne sache pas ce que pensait la sœur Du. L'autre fille resta gênée, et notre protagoniste plaisanta en l'encourageant à se dépêcher. La petite blonde apprécia la réponse et demanda à notre protagoniste de rester là pendant qu'elle prenait un bain, tout en s'assurant qu'il ne les espionnerait pas. Notre protagoniste acquiesça, leur demandant de se dépêcher. Alors que les deux filles se déshabillaient et nageaient, la petite blonde plaisanta sur le plaisir qu'elle en retirait, ce à quoi l'autre répondit en lui demandant d'arrêter. Pendant ce temps, notre protagoniste resta tranquille, mais un figurant dévergondé apparut, tout pervers, lui demandant de rester silencieux et de ne rien voir sous peine de repentir. Notre protagoniste fit semblant de ne pas voir et resta silencieux, tandis que le figurant espionnait les filles. Cependant, notre protagoniste l'interpella soudainement, surprenant les filles qui se couvrirent et se cachèrent dans l'eau. Les filles crièrent, traitant le figurant de pervers, tandis qu'il s'enfuyait en jurant. Notre protagoniste rit, et la petite blonde, rouge de gêne, le remercia. Il croisa les bras, assurant que ce n'était pas un problème. Soudain, un tremblement les effraya, et un grand combat éclata au loin. Quelqu'un cria de tuer la bête, et notre protagoniste reconnut le rugissement d'une bête. La petite blonde se demanda si une telle créature pouvait apparaître ici, et nota qu'il semblait y avoir beaucoup de gens qui se battaient. Le figurant Ninong, encore sous le choc d'avoir été surpris en train d'espionner, confirma qu'il avait entendu la même chose. Les filles le regardèrent avec un regard meurtrier, et la petite blonde demanda à Zhuohan ce qu'il en pensait. Il estima qu'il y avait au moins 100 de personnes combattant la bête, qui devait être de niveau 6. Tout le monde paniqua, réalisant que cela équivalait à un cultivateur du domaine de l'âme naissante. Un nouveau rugissement résonna, et la petite blonde demanda ce qu'ils allaient en faire. Notre protagoniste consulta le figurant, qui, encore effrayé par les filles, suggéra d'aller voir. Il pensa que, surpris en train d'espionner, il pourrait l'entendre. Finalement, ils décidèrent d'aller jeter un œil. Quelque temps plus tard, ils observèrent un leader du pavillon disciplinaire, Feng Zik, parler à un autre groupe, l'accusant de vouloir voler sa proie. Ji Hongshen, du manoir de la tempête, répondit qu'il ne voulait pas se battre avec Feng Zik et l'encouragea à abandonner pour ne pas passer pour un idiot. Feng Zik, furieux, répliqua, tandis qu'un figurant affirma qu'à part la sœur Suyan, personne du pavillon céleste ne pouvait le vaincre. Notre protagoniste réfléchit alors à la force de Feng Zik, se demandant quel pourrait être le résultat d'un combat. À ce moment-là, quelqu'un arriva en criant pour attirer l'attention de Frère Zier. Notre protagoniste se tourna et reconnut Frère Ni qui, d'un ton sombre, annonça la présence de Yukai. En colère, notre protagoniste souffla en l'appelant frère. La fille expliqua à Yukai que, compte tenu du conflit entre le pavillon céleste et le manoir de la tempête, elle devait soutenir le frère Fang et s'excusa. Notre protagoniste, souriant, lui assura qu'il comprenait. Se tournant vers Zhuohan, elle lui demanda s'il allait partir avec eux ou rester avec le groupe de la sœur Lan. Zhuohan, clairement amoureux de la blonde, réfléchit. Il avait entendu dire qu'il y avait des tensions entre Yang Kai et Ji Hong. Shen connaissait suffisamment la fille pour savoir qu'elle ne resterait pas du côté de Yang Kai. Il décida finalement de ne pas s'impliquer et de partir avec eux. En arrivant, ils saluèrent le groupe et demandèrent à Ji Hongshen s'il comptait se battre. Ji Hongshen proposa de mettre leurs différends de côté pour le moment, expliquant qu'ils avaient d'autres affaires à régler. Il se tourna alors vers la petite blonde, la sœur Lan, et mentionna que, puisqu'ils étaient tous ensemble, cela serait plus sûr. La sœur Lan proposa à notre protagoniste de les rejoindre, mais ce dernier répondit qu'elle pouvait y aller avec eux, mais qu'il ne les suivrait pas. Un figurant ajouta que l'endroit était plein de dangers, mais que le frère Yang serait le bienvenu s'il décidait de les rejoindre. Un autre figurant intervint, rappelant comment Yang Kai l'avait traité et assurant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Ji Hongshen, sombre, expliqua que les jeunes disciples étaient souvent ignorants et que, en tant que seniors, il se devait d'ignorer cela.
Un figurant pensa que Ji Hongshen était une personne noble et supposa que Yang Kai devait avoir honte. Notre protagoniste resta silencieux. Un autre personnage demanda à Yang Kai s'il comptait s'excuser. La petite blonde lui expliqua qu'elle savait qu'il ne se sentait pas bien avec le frère G, mais insista sur le fait qu'il valait mieux s'excuser que de risquer sa vie. Notre protagoniste répondit qu'elle ne comprenait pas la vraie raison de tout cela. Lorsqu'elle lui demanda des explications, il poursuivit en disant qu'elle était intelligente et qu'elle devait savoir ce qu'ils allaient faire de lui. Il lui conseilla de partir sans culpabilité et lui assura qu'elle n'avait rien à voir avec ses problèmes. En souriant, il lui dit qu'il n'y avait rien entre eux et qu'elle pouvait partir. L'homme, irrité par l'attitude arrogante de notre protagoniste, signala à un figurant de régler le problème. Le chef acquiesça, donnant son accord pour qu'il donne une leçon à Yang Kai en son nom. Pendant ce temps, Su-Yan remarqua 3 cadavres qui marchaient encore, avec Yang Kai observant derrière eux. Elle réfléchit tristement, pensant que si Yang Kai avait du pouvoir, les gens se rassembleraient naturellement autour de lui. Malheureusement, il n'en avait pas. La fille que notre protagoniste avait sauvée remarqua les conflits internes et se prépara à partir. Cependant, le leader du manoir de la tempête l'interpella, lui demandant où elle comptait aller. Elle expliqua que Yang Kai lui avait sauvé la vie il y a quelques jours, mais Feng répliqua que c'était une affaire personnelle et qu'elle ne devait pas s'en mêler. Malgré ses tentatives de discuter, Feng ordonna à 2 personnes de garder un œil sur elle et de ne pas la laisser partir. 2 figurants s'approchèrent pour empêcher la fille de sortir. Le figurant du manoir, en observant le leader du pavillon disciplinaire, pensa qu'ils avaient un conflit interne même ici, estimant que c'était la seule chose qui semblait dominer au pavillon céleste. Une pile de déchets. La figurante qui retenait la fille lui ordonna de s'arrêter. En essayant de se libérer, l'autre figurant du groupe tenta de la rassurer en affirmant que, même s'il était au 7e niveau du domaine du fondement pur, il avait toujours ressenti un danger autour de lui et croyait qu'il ne serait pas vaincu par ces hommes. Elle se retourna, surprise, et il ajouta qu'il ne pouvait pas expliquer, mais que son intuition ne se trompait jamais. Le figurant observa 3 hommes derrière Yang Kai, l'ordonnant de se rendre ou de le regretter. Notre protagoniste, souriant, les traita d'idiots, refusant de se rendre. Un des hommes remarqua que ce ver avait atteint une compétence martiale de grade supérieur, et un autre suggéra que s'il capturait Yang Kai et découvrait la méthode de cultivation de cette compétence, il deviendrait beaucoup plus fort. Dégainant son épée, il s'adressa à Yang Kai avec arrogance, lui reprochant de continuer à résister inutilement. L'un des hommes était déjà derrière Yang Kai, mais il esquiva sans même regarder. Un autre l'avertit de ne plus essayer, de courir. Ils entourèrent Yang Kai par les 3 points cardinaux, et l'homme qui avait gâché son amusement plus tôt exprima ses attentes quant aux conséquences. Yang Kai se moqua de lui, soulignant qu'il considérait espionner des filles, prenant un bain comme un amusement. L'homme, avalant difficilement, exigea que Yang Kai rende sa compétence martiale immédiatement, promettant de l'emmener voir le frère Jan Tianhe, qui pourrait peut-être le pardonner. Yang Kai répondit qu'il devrait d'abord le vaincre, s'il voulait quelque chose de lui. Le figurant, brandissant son épée, affirma qu'il n'allait pas ménager Yang Kai même s'ils appartenaient à la même secte. Jan Tianhe, impatiente, ordonna d'arrêter de perdre du temps et de les rendre incapables pour obtenir la compétence. Les 3 hommes avancèrent en même temps. Yang Kai réfléchit qu'il était temps de tester les compétences qu'il avait, obtenues dans la caverne du golem de pierre. Canalisant son énergie, il donna un coup de poing au sol, détruisant une partie de la forêt. Choqués, les figurants furent impressionnés par la puissance de la compétence de grade supérieur. Un autre cria de l'attraper vite pour apprendre cette technique. Dans la confusion, Yang Kai resta proche. Ils décidèrent de le chercher activement. Notre protagoniste plongea pendant que les autres fuyaient pour le chercher. Yang Kai réfléchit qu'il serait en sérieux problème si ce n'était pas pour la compétence Burning Sun Black. Il décida de se cacher dans l'eau et de chercher une sortie. En atteignant le fond, il réalisa qu'il ne voyait toujours pas le fond après avoir plongé plus de 30 mètres. Il se demanda quelle était la profondeur de ce lac et remarqua un courant, se demandant s'il y avait un passage submergé et conclut qu'il valait mieux jeter un coup d'œil. Il trouva une caverne souterraine et, en respirant, confirma qu'il savait qu'une caverne connectée à ce lac existait.
Il décida d'explorer cet endroit. Utilisant son énergie, il commença à se sécher. Il observa les herbes avec admiration, pensant qu'elles étaient extraordinaires rien qu'à les regarder. Il regrettait que la sœur Suyan ne soit pas présente, car elle aurait pu déterminer si elles étaient toxiques. Soudain, quelque chose attira son attention. Il se demanda s'il y avait un trésor caché dans cette clarté. Ils virent un squelette avec un flou d'énergie flottant au-dessus. Yang Kai réalisa que cette chose était la source de lumière. Il fut effrayé par la quantité d'énergie maléfique émanant du squelette, pensant que cela devait être, probablement, le reste mortel de quelqu'un qui avait suivi le chemin du mal. Même les os dégageaient une aura terrifiante. À ce moment-là, il entendit un grand bruit derrière lui. En se retournant, il se demanda si cette pierre allait bloquer sa sortie. Observant l'énergie, il cria pour que quiconque était là se manifeste. L'énergie commença à rire, et le protagoniste se retrouva piégé sous une grande pression. Il réfléchit que ce mal de tête semblait être une attaque spécifique. Le squelette commença à parler, disant que la force de volonté du jeune n'était pas mauvaise et qu'il était très courageux de lui parler. Effrayé, le protagoniste demanda qui il était. Le squelette répondit qu'il ne se souvenait pas de qui il était, peut-être le créateur de cet endroit. Plus effrayé encore, le protagoniste demanda si c'était le créateur du donjon de l'héritage. Le squelette expliqua que le jeune cherchait son héritage, qui avait été injustement traité, et voulait maintenant se venger en massacrant chacun pour leur apprendre à ne pas s'occuper de la mauvaise personne. Le protagoniste resta silencieux, tandis que le squelette observait qu'il y avait beaucoup de haine cachée au fond de son âme et qu'il voulait devenir plus fort en écrasant tous ceux qu'il avait traités comme des déchets. Il confirma qu'il le voulait. Le squelette proposa de l'aider à y parvenir en lui offrant son héritage, lui demandant simplement de hocher la tête pour recevoir tout ce qu'il avait à offrir. Soudain, du sang commença à sortir de la bouche du protagoniste, qui fit une grimace de douleur. Il réfléchit que c'était une décision simple, oui ou non, et qu'il regrettait toute perte d'opportunité. Il remarqua quelque chose, se mordit la langue et demanda quel type de compétence le squelette utilisait pour l'hypnotiser. Le squelette répondit qu'il comprenait que le jeune avait utilisé la douleur pour retrouver conscience. Le protagoniste expliqua que ceux qui étaient dans le domaine de l'âme naissante avaient leur âme raffinée après la mort, et qu'il était possible de prendre le corps physique d'autres personnes pour revivre si l'âme restait intacte. Il accusa le squelette d'avoir essayé de l'hypnotiser. L'âme dans le squelette rit, qualifiant le jeune de quelqu'un du 7e niveau du fondement initial et se moquant de la peur que l'âme ne domine son corps. Le protagoniste sourit, résolu à trouver et tuer l'âme s'il la trouvait. L'âme répliqua qu'il ne plaisantait pas, et que ces 3 âmes étaient déjà entrées dans l'esprit du jeune, contrôlant maintenant son corps. Pris de panique, le protagoniste attaqua le squelette, ce à quoi la sphère d'énergie, qui était en réalité l'âme, rétorqua qu'il avait attaqué la mauvaise cible. Effrayé, le protagoniste tenta de fuir, pensant que l'âme pourrait être cachée à l'intérieur de la sphère brillante. À ce moment-là, l'âme apparut devant lui, l'effrayant davantage, et entra dans son corps, le rendant incapable de bouger. L'âme rit, se moquant de sa résistance, et annonça qu'elle éteindrait sa conscience pour prendre le contrôle de son corps. Le protagoniste, en sueur, pensa que ce n'était pas possible. L'âme continua, affirmant qu'il était déjà trop tard et qu'elle l'aiderait à résoudre ses ressentiments après avoir pris le contrôle. Soudain, l'âme s'effraya en voyant le squelette doré approcher. Le protagoniste tomba au sol, réalisant qu'il pouvait bouger. Il comprit que l'âme avait échoué. Paniqué, l'âme cria pour demander de l'aide tandis que le squelette riait. L'âme annonça qu'elle allait disparaître, se demandant quelle compétence cela représentait. Le protagoniste répondit que le corps doré pouvait absorber tous les types d'énergie, même l'âme de ce type. Avec les derniers vestiges de conscience, l'âme implora le jeune maître de la laisser, promettant de ne plus refaire cela. Le protagoniste questionna ce qu'il gagnerait en acceptant. L'âme répondit qu'elle avait beaucoup de compétences à offrir. Souriant, le protagoniste se demanda si quelqu'un d'aussi fort que l'âme pourrait réellement offrir cela. L'âme, désespérée, affirma avoir pratiqué de nombreuses compétences puissantes dont certaines pourraient l'intéresser. Le protagoniste réfléchit qu'il écouterait ce que l'âme avait à offrir, précisant que s'il recevait quelque chose de bon, il ne verrait pas d'inconvénient à épargner son âme. L'âme affirma que toutes ses compétences martiales étaient au minimum de classe éthérée. Le protagoniste pensa aux différentes classes de compétences martiales dans le royaume Grand Annam
sachant qu'il y avait peu de compétences de classe éthérées. L'âme annonça avoir le « dévoreur de cœur ». Le protagoniste trouva ce nom suspect. Elle expliqua que cette compétence était extrêmement puissante, capable de détruire un cœur d'un seul coup. Facile à cultiver, il suffisait d'obtenir les cœurs de 3 enfants par jour pour maximiser cette compétence en 100 jours. Choqué, le protagoniste demanda de passer à autre chose. L'âme mentionna ensuite les pétales de tête tombante. Le protagoniste trouva le nom poétique pour une compétence. Elle expliqua que celle-ci était encore plus amusante à cultiver, nécessitant de enlever la virginité à 100 femmes pour la maximiser, notant que le protagoniste semblait avoir une libido saine et qu'il ne tarderait pas à y parvenir. Irrité, le protagoniste demanda de passer à autre chose. L'âme mentionna ensuite le point de procréation. Le protagoniste, imaginant déjà le type de technique, demanda de passer à autre chose. Il réfléchit que ses compétences avaient été créées toute sa vie, faciles à cultiver et extrêmement puissantes, se demandant pourquoi le squelette n'était intéressé par aucune d'elles. Pensant que ses compétences maléfiques étaient probablement cultivées par des individus sans moralité, il exprima sa colère, disant que si c'était tout ce que l'âme avait, il valait mieux laisser le corps doré absorber son âme. Choqué, l'âme demanda une autre chance, promettant de trouver quelque chose correspondant au goût du protagoniste, demandant simplement du temps pour réfléchir. Le protagoniste s'assit, décidant de donner une dernière chance, et l'encouragea à penser calmement sans se précipiter. En retirant la puissante technique qu'il avait prise, il pensa que ce vieux n'était pas du tout fiable et qu'il valait mieux se concentrer sur la compétence qu'il avait obtenue dans la caverne des golems de pierre. En canalisant son ki dans la statuette, notre protagoniste sentit quelque chose dans sa main. En ouvrant les yeux, il fut choqué de constater que sa main brûlait. Une marque était apparue, et en pointant sur le côté, il lança un rayon. Il remarqua que ce n'était qu'une tentative avec peu de pouvoir et se demanda ce qui se passerait s'il utilisait toute son énergie. Excité, il pensa que cette compétence pourrait être bonne. L'esprit intervint pour informer le jeune maître qu'il connaissait cette compétence et demanda s'il devait en dire plus. Notre protagoniste accepta, curieux. L'esprit expliqua que la compétence était connue sous le nom de Star Streak et qu'elle créait une marque de stockage sur le corps, augmentant en efficacité avec la quantité de ki stocké. Heureux, notre protagoniste injecta de l'énergie et remarqua que 10 gouttes avaient déjà rempli la marque, qui disparut ensuite. Il réalisa qu'il pouvait cacher cette marque. L'esprit complimenta le jeune maître pour avoir compris l'essence de la compétence martiale et prédit qu'il deviendrait invincible. Ces légendes durant pour toujours. Gêné par les flatteries, notre protagoniste demanda à l'esprit s'il avait déjà pensé à ce qu'il pourrait offrir. Choqué, l'esprit, se présentant comme un démon de la terre, proposa de lui offrir un artefact et de jurer une loyauté éternelle en échange de sa vie. Il accepterait la marque spirituelle de notre protagoniste, garantissant ainsi le contrôle de sa vie. Après avoir réfléchi en silence, notre protagoniste demanda comment il devait procéder. L'esprit, regardant le squelette doré, expliqua qu'il était entré dans son esprit et qu'il allait injecter une petite quantité d'énergie spirituelle en lui-même. Notre protagoniste accepta, mais menaça de l'absorber sans hésiter s'il tentait de dominer son corps à nouveau. Surpris par son acceptation, l'esprit confirma qu'il commencerait. Notre protagoniste, observant la connexion d'énergie, remarqua que l'esprit semblait s'être un peu rétabli. L'esprit confirma qu'il avait reçu une petite quantité d'énergie spirituelle et qu'il mourrait s'il l'enlevait. Souriant malicieusement, notre protagoniste déclara qu'il devait tester cela pour en être sûr. L'âme, implorant pitié, pleura. Notre protagoniste, commentant la cruauté de l'esprit envers lui-même, le qualifia de véritable démon. L'âme promit de suivre tous les ordres du jeune maître. Notre protagoniste demanda alors où se trouvait l'artefact. L'esprit répondit qu'il était à l'intérieur de son squelette. En prenant l'artefact, notre protagoniste remarqua son aura démoniaque. L'esprit expliqua que l'artefact avait déjà absorbé de nombreuses âmes. Souriant, notre protagoniste supposa que beaucoup d'âmes avaient été sacrifiées pour sa création. L'esprit confirma et précisa que l'artefact n'était pas adapté au jeune maître, car tenter de le contrôler directement affecterait sa santé mentale. Cependant, si l'âme de l'esprit y entrait, cela ne poserait pas de problème. L'esprit
conclut en laissant le choix à notre protagoniste, précisant que s'il souhaitait le contrôler directement, il aurait besoin de temps pour apprendre. Notre protagoniste, riant doucement, décida de laisser cela à l'esprit. Soulagé, l'esprit remercia le jeune maître. Notre protagoniste ordonna alors à l'esprit de prendre le contrôle et d'exécuter toutes ses commandes. En regardant la pierre, il se demanda si c'était le seul artefact que l'esprit possédait. L'esprit expliqua qu'il y a longtemps, une grande bataille avait eu lieu. D'innombrables cultivateurs de haut niveau s'étaient unis contre ce couple. La plupart de ses possessions avaient été détruites pendant cette bataille, ne laissant que ce tas d'os. Assis, le protagoniste commenta qu'il voulait en savoir plus sur cette bataille. L'esprit poursuivit en disant qu'ils étaient entourés et risquaient leur vie. Il avait réussi à s'échapper avec de graves blessures, mais il avait fini par mourir là, le reste étant très confus pour lui. Le protagoniste demanda de quoi l'esprit se souvenait d'autre. L'esprit répondit qu'il se souvenait seulement qu'il y avait un dragon et un phénix, les deux étant entrelacés lorsque le monde avait été détruit, ce qui avait causé sa mort. Le protagoniste réfléchit et se demanda si ce n'était pas la même chose que ce que tout le monde avait vu lorsque le donjon de l'héritage s'était ouvert. Il conclut que, en d'autres termes, ce donjon de l'héritage n'était pas celui de l'esprit. L'esprit hésita avant de demander pardon au jeune maître, expliquant qu'il avait fini par parler sans réfléchir. Cependant, il ajouta que s'il voulait hériter de son héritage, il était disposé à le lui donner. Le protagoniste réfléchit et déclara qu'il n'était même pas intéressé par cela. L'âme avala difficilement, pensant qu'elle avait été un grand maître de son vivant et que beaucoup voulaient devenir ses disciples. Elle exprima son désespoir, doutant de sa valeur. Le protagoniste se leva, annonçant qu'il était temps de partir, car il n'avait plus rien à faire là et ne savait même pas ce qui se passait dehors. En regardant le lac, il pensa qu'il ne passerait pas par le passage du lac cette fois-ci et qu'il devait y avoir une autre sortie. Après avoir marché pendant un certain temps, il trouva une sortie. À ce moment-là, il remarqua quelque chose qui le fit s'exclamer, pensant qu'il y avait une embuscade. Il tenta de donner un coup de poing, croyant que c'était une technique de défense, mais l'objet esquiva et il le saisit rapidement en tournant. Il réalisa alors que la texture de l'objet ne correspondait pas à une attaque. L'esprit commenta que c'était un trésor éthéré de grade supérieur, le jade yin-yang. Le protagoniste s'interrogea sur la manière dont l'esprit connaissait ce jade. L'esprit expliqua que ce jade contenait le yin et le yang, et pouvait grandement augmenter la vitesse de cultivation lorsqu'il était absorbé. Cependant, pour profiter de ses effets, il devait être absorbé par un homme et une femme ensemble. Le protagoniste comprit et fit une remarque. Il sortit de la grotte en criant pour savoir s'il y avait quelqu'un là. 2 femmes apparurent, déjà connues du protagoniste. L'une demanda qui était là. Sortant de la grotte, le protagoniste salua les mademoiselles, indiquant qu'ils se retrouvaient à nouveau. La plus jeune les appela avec enthousiasme, tandis que l'aînée, qui avait déjà reçu des commentaires sur son corps, grogna en remarquant que le protagoniste revenait encore. Le protagoniste sourit et salua mademoiselle Giner, indiquant que cela faisait un moment. La plus jeune courut vers le protagoniste et lui demanda pourquoi il était là. Embarrassé, le protagoniste répondit qu'il avait en quelque sorte trouvé cet endroit par accident. Elle demanda s'il avait trouvé quelque chose de différent et il confirma qu'il avait trouvé quelque chose. La plus jeune sourit et demanda où c'était. Le protagoniste pensa qu'il avait pris quelque chose, mais il ne savait pas pourquoi cela restait bien chaud près de sa poitrine. Effrayée, elle s'exclama, réalisant que c'était lui qui avait pris le trésor après avoir traversé des montagnes, se rappelant qu'il ne se passerait rien de bon avec ce gars. En regardant sa sœur, qui souriait au protagoniste, elle réfléchit que sa petite sœur ne serait pas contente s'il essayait de le prendre de force. La plus jeune, amoureuse, affirma que si le protagoniste l'avait pris, c'était bon. L'aînée protesta, demandant comment cela pouvait être bon et exprimant son incompréhension face au protagoniste. Elle cria de choc, Su-Yan, en demandant au protagoniste s'il avait déjà atteint le 7e niveau du fondement initial et s'il était passé du domaine du corps tempéré jusqu'au sommet du fondement pur en 1 mois. Yang Kai, le protagoniste, sourit et répondit que ce n'était rien comparé à elle. Elle soupira, content qu'il le sache. Taquin, Yang Kai dit de manière embarrassée qu'il y avait beaucoup d'herbes exotiques sur la montagne et demanda pourquoi il n'en cueillait pas quelques-unes. Su-Yan, irritée, répondit que cela allait demander beaucoup de travail. La plus jeune
Shan Qingluo, dit maladroitement à sa sœur. Elles ne purent pas dire non à la cadette et acceptèrent, elles entrèrent dans la montagne. Su-yan commenta à Meyer de ne pas se presser, expliquant qu'elle courait depuis tant de jours et qu'elle devait d'abord se reposer dans cette grotte. Yang Kai observa les deux discuter devant lui et réfléchit qu'il n'y avait absolument rien sur les murs de la grotte, qui semblaient normaux. Il se demanda alors ce qu'elle regardait avec autant d'intensité. Les sœurs s'assirent pour récupérer leur énergie, tandis que Yang Kai les observait de derrière. Il demanda au démon de terre s'il y avait quelque chose de spécial sur ces murs. L'esprit répondit qu'il devait y avoir un trésor de l'héritage ici, mais que seulement lui et le jeune maître ne pouvaient pas le voir. Cela devait être un héritage que seuls les élus pouvaient ressentir. Yang Kai comprit et déclara que cela lui était égal, annonçant qu'il allait s'occuper d'elle. Après un certain temps, les deux s'éveillèrent. Leur énergie de cultivation commença à se mélanger pendant qu'elles méditaient. Yang Kai les félicita, mais quelque chose de bizarre se produisit. Il pensa qu'elles semblaient être devenues une seule personne et qu'ils ne pouvaient plus différencier l'une de l'autre. L'une d'elles demanda alors au protagoniste s'il pouvait lui dire qui elle était. Yang Kai répondit en demandant si c'était mademoiselle Su-yan. Elle rit, suggérant que c'était un coup de chance. Embarrassée, Yang Kai lui demanda de ne pas lui poser de telles questions. Elle taquina en ajoutant qu'il connaissait aussi Meyer. Shan Qingluo rougit et remercia Yang Kai, exprimant sa gratitude pour avoir pris soin d'elle ces 3 jours. Yang Kai sourit et dit de ne pas s'inquiéter, proposant de sortir maintenant et de demander aux jeunes mademoiselles si elles savaient comment se portait la situation dehors. Shan Qingluo, toujours amoureuse, répondit que les appeler jeunes mademoiselles semblait étrange. Yang Kai rit et suggéra de les appeler simplement Meyer. La fille expliqua que la situation était stable et que les disciples des 3 sectes battaient les bêtes les plus fortes. Sa sœur avait dit que le jade que Yang Kai avait pris était un trésor protégé par l'une d'elles. Yang Kai demanda si c'était des bêtes de niveau 6. Elle confirma qu'il y en avait 9 au total, mais qu'elle devenait affaiblie lorsqu'elle s'éveillait. Sauf la plus forte, toutes avaient déjà été tuées. Soudain, un rugissement, assourdissant résonna, faisant trembler le monde et effrayant tout le monde. Il se demandait qui avait eu le courage de provoquer cela, soupçonnant qu'il demandait pratiquement la mort. Effrayé, Yang Kai reconnut que ce rugissement devait provenir de la bête mentionnée précédemment et proposa d'aller jeter un coup d'œil. En s'approchant, il fut stupéfait de découvrir des disciples du pavillon céleste combattant une énorme bête ressemblant à un dinosaure de pierre. La créature restait calme, tandis que les disciples attaquaient en vain. Une fille lançait des attaques de glace, mais sans succès. Avec un coup de queue, un des disciples fut projeté loin. Shan Qingluo observa que le pavillon céleste ne semblait pas être du genre imprudent. À ce moment-là, Longjun apparut, attirant leur attention. Ils s'enquirent auprès de Longjun de ce qui s'était passé et il leur expliqua que Jiang Hongshen, le leader du pavillon de la serpent, avait emmené un groupe pour voler le trésor que cette bête protégeait. Malheureusement, elle s'était réveillée et les avait poursuivis. Jiang Hongshen avait alors couru vers le pavillon céleste, attirant ainsi la bête. Yang Kai demanda ce qu'ils avaient trouvé, mais Longjun, confus, répondit qu'il ne savait pas, car Jiang Hongshen avait affirmé qu'il n'y avait rien là. Su-yan, soufflant, exprima son doute en soupçonnant qu'il cachait probablement quelque chose. Longjun partageait cet avis et ajouta que Su-yan se battait maintenant pour réduire les pertes. La fille commenta que faire confiance à une femme pour résoudre les problèmes n'était pas bon. L'homme répondit que Feng Ziki, du manoir de Pomedinan, la tempête, et lui avait envisagé d'aider le pavillon céleste, mais que Jiang Hongshen continuait de cacher quelque chose. À ce moment-là, la bête rugit de colère, repoussant Su-yan et les autres disciples. Su-yan demanda une dernière fois à Jiang Hongshen ce qu'il avait pris, mais Jiang lui demanda si elle le soupçonnait vraiment de cacher quelque chose. Choquée, elle déclara qu'elle s'en souviendrait à l'avenir et ordonna aux disciples du pavillon céleste de reculer. La bête, prête à attaquer, fixa Su-yan. Elle flotta devant la créature, concentra son pouvoir et forma des lances de glace en préparation d'une attaque. La bête rugit en retour, sa technique commençant à former un géant de glace. Au commandement de Su-yan, l'humanoïde s'avança contre la bête, cristallisant tout ce qu'il touchait. Les disciples furent émerveillés par sa prouesse. Cependant, Su-yan cracha du sang en maintenant le contrôle de l'humanoïde.
Un des disciples cria son inquiétude pour elle. La bête brisa le géant de glace avec facilité et la poursuivit. Sans protection, Su-yan tenta de les avertir de ne pas venir, mais commença à manquer d'énergie. À ce moment-là, un éclair doré traversa le ciel. Yang Kai apparut, sautant en direction de Su-yan et la retirant du chemin de l'attaque. Il la tenait fermement, tandis que les sœurs criaient en reconnaissant Yang Kai. Su-yan, surprise, le regarda tandis que Yang Kai, frappé, fut projeté. Il protégea Su-yan jusqu'au dernier moment, tombant enlacé avec elle. Su-yan se leva rapidement. L'attaque transforma la bête en une statue de glace. Les disciples commentèrent sur le fait qu'il avait risqué sa vie pour la protéger. Namyeon-san, autre disciple, s'interrogea sur la manière dont quelqu'un au 7e niveau du fondement initial avait pu supporter cette attaque. Su-yan canalisa un peu d'énergie dans Yang Kai, qui se leva. Elle lui tendit la main pour l'aider à se relever s'il se sentait bien. Yang Kai accepta l'aide. Les disciples, encore surpris, se demandèrent comment il n'avait pas péri. Feng Ziki, du manoir de la tempête, commenta qu'il semblait encore en vie. La plus jeune sœur de Su-yan essuya ses larmes, remerciant Dieu, tandis que l'aînée souriait à côté d'elle. Pendant ce temps, un disciple du pavillon disciplinaire murmura avec colère, se demandant pourquoi c'était lui et pas lui. La blonde à côté de lui pensa que son jugement sur Yang Kai semblait erroné. La glace commença à fondre, et Su-yan signala qu'il continuait de se focaliser sur eux, soulignant qu'ils devaient sortir d'ici. Yang Kai demanda où ils allaient, et elle répondit qu'elle pouvait tenir la bête éloignée des disciples du pavillon céleste. Yang Kai regarda Su-yan et commenta que cela devait être fatigant de jouer le rôle de la grande sœur. Elle resta silencieuse, souriant discrètement. Fixant la bête, Yang Kai suggéra qu'il devrait simplement la tuer, ce qui étonna Su-yan. La glace commença à se dissoudre, et Yang Kai les avertit qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, leur demandant de dire à tout le monde de s'éloigner. Su-yan demanda ce qu'il planifiait, et Yang Kai lui répondit de lui faire simplement confiance. Hésitante, Su-yan finit par crier aux disciples du pavillon céleste de reculer immédiatement. Feng Ziki observa la capacité de Yang Kai, se demandant quelle technique martiale c'était. Un des disciples pensa que c'était impressionnant. Yang Kai canalisa une grande quantité d'énergie, formant une matrice dorée sous ses pieds. La bête recula, effrayée par le pouvoir croissant. L'esprit démoniaque avertit le jeune maître qu'il ne pourrait pas la vaincre d'un seul coup, même en utilisant cette capacité, mais Yang Kai ignora l'avertissement. Il sauta et demanda l'aide des disciples des 3 sectes s'ils avaient la volonté, avant que la bête ne rugisse de nouveau. Yang Kai termina sa phrase, les appelant à l'aider. Avec un coup puissant, il frappa la tête de la bête, qui tomba au sol avec une telle force que l'impact fit trembler la terre. Yang Kai atterrit devant elle, mais son corps était couvert de blessures et du sang coulait de son front. Tous les disciples autour étaient choqués, incapables de parler. Feng Ziki, le numéro 1 du manoir de la tempête, commenta qu'il ne savait pas qu'il existait une capacité martiale de ce niveau et admit sa défaite. Su-yan et Chanqing Luo, les sœurs, sourirent, fiers de ce que Yang Kai avait accompli. La blonde, encore sous le choc, regrettait de l'avoir abandonné précédemment. Le disciple du pavillon disciplinaire observait avec colère, incapable de cacher sa frustration. Yang Kai tomba à genoux, épuisé, disant qu'il avait fait de son mieux. Su-yan cria aux disciples des 3 sectes de faire leur part. La plus jeune sœur, Chanqing Luo, s'approcha et déclara qu'elle allait aider. Su-yan acquiesça. Un des disciples hésita, suggérant à Janer qu'il ne devrait probablement pas s'impliquer dans ce désordre. Elle répondit sèchement, ordonnant à la société sanguine d'aider. Les disciples levèrent la main et acquiescèrent. La fille que Yang Kai avait sauvée annonça qu'elle devait sa vie à Yang Kai et qu'il allait aussi aider. Un autre disciple affirma que s'ils restaient immobiles pendant que les autres se battaient, ils étaient pires que des déchets. Feng Ziki observa son groupe et leur fit remarquer que voir un tel acte d'héroïsme excitait n'importe qui, affirmant que le manoir de la tempête ne resterait pas en arrière. Les disciples crièrent en accord et avancèrent tous contre la bête qui était encore au sol, gravement blessée après le coup de Yang Kai. Su-yan, émerveillée, réalisa que les 3 sectes se battaient toujours ensemble pour la première fois et qu'elle devait cela à Yang Kai, qui était étendu, sans énergie.
Shan Qinglo courut vers Yang Kai, inquiète, s'agenouillant à ses côtés et exprimant ses préoccupations quant à son imprudence et à ses blessures, offrant de l'aider. Yang Kai la rassura en souriant, affirmant que ce n'était rien de sérieux. Su-yan, jalouse, s'éloigna discrètement. La bête commença à se lever malgré ses blessures, et Feng Ziki avertit tout le monde qu'elle se rétablissait, ordonnant d'attaquer sa tête où elle était le plus blessée. En observant la blessure causée par Yang Kai avec un seul coup, il se demanda quelle technique martiale pourrait faire cela. De l'autre côté, Yuru Mang apparut, canalisant de l'énergie et souriant en affirmant qu'elle ne laisserait personne prendre le prix. Elle lança un puissant pilier d'énergie sur la bête, et Feng Ziki attaqua également. Su-yan ne resta pas en arrière et forma une rose de glace sur la blessure de la bête, qui explosa en ouvrant un trou dans sa tête, faisant tomber la bête, morte. Feng Ziki fut impressionné, remarquant que Su-yan avait réussi ce que Feng Ziki et Jiang Hongshen n'avaient ni pas pu accomplir. Un disciple cria que la bête était tombée. La blonde, observant Yang Kai, murmura qu'elle aurait aimé savoir qu'il avait ce pouvoir, regrettant de ne pas l'avoir choisi. Elle s'assit, frustrée, pensant qu'elle serait à ses côtés maintenant si elle avait fait un autre choix. Pendant ce temps, un disciple du pavillon disciplinaire, en colère, murmura qu'il devait être éliminé immédiatement, craignant qu'il ne soit que les prochains à mourir s'il continuait à évoluer. Il regarda un subordonné et lui ordonna de savoir ce qu'il fallait faire, et ce dernier acquiesça. Le disciple s'approcha de Yang Kai, encore blessé, et affirma que personne ne pouvait le sauver maintenant. Canalisant de l'énergie, il se prépara à attaquer. Yang Kai, remarquant sa présence, se retourna lentement et lui demanda s'il était venu pour le tuer. Le disciple, étouffant, nia et tenta de justifier leur affiliation au pavillon céleste. Yang Kai rit sombrement, trouvant ridicule de penser qu'il avait le pouvoir de le vaincre. Effrayé, le disciple recula, réalisant qu'il avait blessé une bête de niveau 6 avec un seul coup et qu'il était bien plus faible. Prenant conscience de son erreur, il tenta de fuir, mais Yang Kai leva la main et canalisa de l'énergie, lançant Shadow Break. Un gaz sombre sortit de sa main, poursuivant le disciple en fuite. Le disciple, paniqué, cria en voyant l'artefact du vieil démon transpercer son corps, provoquant une douleur intense alors que son âme était extraite. L'esprit démoniaque rit, trouvant l'âme de quelqu'un de maléfique toujours savoureuse, et demanda s'il y avait quelqu'un d'autre que Yang Kai souhaitait éliminer. Yang Kai, haletant, réalisa que l'esprit avait absorbé son âme et, sous le choc, demanda pourquoi il n'avait pas été informé de sa capacité à dévorer des âmes, se demandant ce que l'esprit pouvait lui cacher d'autre. Sous le choc, il protesta vivement, affirmant que le jeune maître ne semblait pas apprécier les capacités maléfiques. C'est pourquoi il ne lui en avait pas parlé, ne souhaitant pas le déranger. Yang Kai répondit qu'il n'était pas en colère à cause de cette capacité, mais parce qu'il ne lui avait pas dit. L'esprit s'excusa à plusieurs reprises auprès du jeune maître, promettant de ne plus jamais recommencer. Yang Kai déclara qu'il passerait l'éponge cette fois-ci, mais avertit que s'il recommençait, il en subirait les conséquences. Il affirma qu'il n'oserait pas, jurant sur son honneur. L'esprit ajouta que la fille blonde avait réussi à percevoir son attaque. Intrigué, Yang Kai demanda ce qu'il voulait dire. L'esprit expliqua que son talent était égal au sien. Il ajouta que si elle recevait son enseignement, elle serait d'une grande aide pour Yang Kai dans quelques années, mais précisa que le dernier mot pour l'accepter revenait au jeune maître. Yang Kai refusa, affirmant qu'il ne l'aimait pas. À ce moment-là, un homme du manoir de la tempête fouillait la bête, s'exclamant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il se demanda combien pouvait valoir le noyau d'une bête de niveau 6. Su-yan arriva en disant « Bien sûr que tu ne prévois pas de le garder, n'est-ce pas ?» Il répondit qu'il aimerait bien, mais qu'il n'était pas si déraisonnable. Elle se contenta de répondre que c'était bien de le savoir. Il continua « Tout cela, c'est grâce au frère Yang Kai, du pavillon céleste, que nous avons pu vaincre cette bête. Si la société sanguine est d'accord. » Quelqu'un suggéra de laisser le noyau à Yang Kai. Un figurant qui venait d'apparaître protesta en demandant d'attendre. Il reconnut que Yang Kai avait beaucoup contribué, mais souligna que leurs disciples avaient aussi participé et que certains avaient été très blessés. Il demanda s'il ne gagnerait rien avec cela. Souriant, l'homme déclara « Eh bien, nous du manoir de la tempête ne voyons pas d'inconvénient si vous voulez garder la carapace de cette tortue géante. »
Un autre homme, irrité, s'exclama qu'on se moquait de lui, affirmant qu'il n'y avait même pas moyen de prendre cela. À ce moment-là, le noyau qu'il tenait commença à flotter, se rassemblant avec plusieurs autres pour former un centre. Tous se demandèrent ce qui se passait avec les noyaux des 8 bêtes. Une grande énergie dorée convergea vers le centre de cette réunion de noyaux. Yang Kai, choqué, s'interrogea sur la nature de ce phénomène. En levant les yeux, ils virent une tempête apocalyptique se former. L'esprit, loin d'être effrayé, déclara qu'il s'agissait de l'héritage au-delà des nuages. Yang Kai lui demanda d'en dire davantage. Il expliqua que les 9 bêtes existaient ici uniquement pour tester la force de ceux qui entraient. Si les bêtes n'étaient pas vaincues, le véritable objectif du donjon ne s'activait pas. Yang Kai demanda ce qui se passait ensuite. Tandis que des éclairs de tempête se formaient derrière lui, l'esprit, souriant, annonça que le chemin du véritable héritage de ce donjon s'ouvrait. En contemplant l'apocalypse, Yang Kai sourit, répétant que c'était le chemin vers le véritable héritage. L'esprit avertit le jeune maître de s'éloigner. Il expliqua qu'avec l'activation du véritable objectif du donjon, il serait piégé s'il restait trop proche. En entendant cela, Yang Kai se tourna vers Meyer et lui demanda de dire à sa sœur d'ordonner à la société de reculer. La fille acquiesça sans poser de questions. Yang Kai cria qu'il devait reculer à 10 milles s'il ne voulait pas mourir. Un figurant rétorqua que ce gamin racontait des sottises. Yang Kai regarda Su-Yan. Elle comprit qu'il ne plaisantait pas et, autoritaire, ordonna au pavillon céleste de reculer à 10 000. Effrayant tout le monde, l'un d'eux se demanda pourquoi la grande sœur l'écoutait. Un autre lui répondit d'obéir simplement aux ordres de sa sœur. L'homme du manoir de la tempête commenta « Si les 2 sectes reculent, nous devons reculer aussi. » À ce moment-là, la tempête apocalyptique atteignit son apogée. À 10 000 de distance, tous regardèrent la scène. Su-Yan demanda s'il devait s'éloigner davantage. Yang Kai sourit, assurant qu'il serait bien ici. Elle ajouta « Une autre chose, concernant le cas de Ning Nang, c'est moi qui communiquerai avec les anciens. Pas besoin de vous inquiéter. » Yang Kai fit une révérence, remerciant sa sœur. Quelqu'un approcha, appelant Yang Kai. Effrayé, il se tourna, pensant qu'à cause de ses plaisanteries, il avait déjà plein d'ennemis. Il salua la demoiselle Yuru Mang et sa sœur Meyer. Yuru Mang demanda pourquoi il semblait si effrayé de la voir. Yang Kai, feignant l'innocence, répondit « Non, non, c'est un grand honneur d'avoir la compagnie de 2 belles jeunes femmes. Pourquoi serais-je malheureux ?» Yuru Meng rétorqua qu'elle pensait qu'il était une personne sérieuse, mais qu'il était en fait un galant. Il répondit qu'il était simplement sérieux et qu'il les trouvait vraiment très belles. L'aînée admit qu'elle le savait, mais le remercia pour le compliment. La cadette, rouge de honte, lui demanda s'il le pensait vraiment. Tout embarrassé, il répondit « Mais comme vous pouvez le voir, les disciples en fait ne m'aiment pas beaucoup. » Les 2, souriantes, remarquèrent qu'il avait peur. Il expliqua qu'il préférait ne pas augmenter le nombre d'ennemis qu'il avait déjà. L'aîné sourit en disant « Tu es déjà l'ennemi de tous les disciples masculins du pavillon céleste. Qu'est-ce que cela ferait quelques-uns de la société ?» Notre protagoniste, embarrassé, murmura un faible « Eh bien !» L'aîné, tentant de le taquiner, lui proposa de l'embrasser pour que les gens l'envissent davantage. Nous voyons sa sœur en arrière-plan, toute rouge. Le protagoniste entra dans la plaisanterie, affirmant qu'il était partant, ici et maintenant. Choquée et rougissante, elle s'exclama qu'il rêvait et qu'elle plaisantait seulement. L'homme du manoir de la tempête arriva, appelant frère Yang Kai. La fille à ses côtés lui demanda comment allait sa blessure. Il répondit que ça allait, les remerciant pour leur inquiétude. L'homme se présenta. « Je suis Feng Zik. Ce coup de poing que tu as donné tout à l'heure était impressionnant. » Cree, notre protagoniste répondit modestement que ce n'était rien de spécial. Rendant la salutation, Feng Zik, tout heureux, déclara « Tu es un homme véritable, le plus héroïque que j'ai jamais vu. Si nous n'étions pas de sectes différentes, j'adorerais devenir ton frère de sang. » La petite copine arriva, s'excusant. Notre protagoniste demanda ce que le frère Feng voulait réellement, souhaitant en venir à l'essentiel. Feng Zik répondit qu'il irait droit au but, demandant ce que Yang Kai savait de ce qui se passait. Les 2 filles regardèrent également le protagoniste. Embarrassé, il répondit « Plutôt, c'est moi qui ai dit de s'éloigner avant que quelque chose n'arrive. Je crois que tu as une certaine connaissance de cela. » Notre protagoniste,
pensant qu'il avait déjà eu des conflits avec les disciples du manoir de la tempête, réalisa que Feng Zik semblait fiable. De plus, ce ne serait pas mal de le faire devoir un service. Notre protagoniste dit « Frère Fang, j'ai réellement quelques informations, mais je ne pourrai les confirmer que lorsque la chose au-delà des nuages apparaîtra. » Feng Zik demanda quel genre de chose allait apparaître. Notre protagoniste, souriant, expliqua à Feng Zik qu'il se trouvait dans un donjon hérité et qu'il devait déjà avoir en tête ce que cela signifiait. À ce moment-là, lui et la grande sœur réfléchissaient ensemble, évoquant le véritable héritage du donjon. Feng Zik salua de nouveau notre protagoniste et le remercia pour le conseil, ajoutant qu'il retournait maintenant et qu'à l'avenir, si l'occasion se présentait, il serait très bienvenu au manoir de la tempête. Notre protagoniste se tourna alors vers les deux filles, leur demandant si elles avaient obtenu les informations qu'elles voulaient ou si elles allaient rester pour le faire détester davantage. L'aînée souffla en disant que c'était parfait, mais qu'elles allaient rester de leur propre gré. La cadette répondit rapidement qu'elles étaient revenues avec un autre objectif. Curieux, notre protagoniste demanda de quoi il s'agissait. La fille expliqua qu'elle l'accompagnerait, peu importe le genre de choses qui apparaîtrait au-delà des nuages. Elles avaient reçu des informations de sa part et se proposaient d'être ses protectrices. Il accepta cette proposition, trouvant qu'il valait mieux rester ensemble, étant donné que tout le monde allait entrer de la même manière. À ce moment-là, un figurant s'exclama, tout bête, qu'il y avait quelque chose qui apparaissait dans les nuages. Ils observèrent ensemble une échelle dorée descendant du ciel depuis la tempête apocalyptique. Le figurant questionna ce que c'était et notre protagoniste, fixant l'échelle, répondit que c'était une échelle d'or. Ils remarquèrent que l'échelle reliait un palais dans le ciel. Notre protagoniste demanda alors à l'esprit si c'était l'héritage dont il avait parlé. L'esprit répondit négativement, précisant que le véritable héritage se trouvait à l'intérieur du palais céleste, au sommet des échelles. Après avoir passé 10 000 marches, des défis devaient être affrontés avant de pouvoir recevoir le véritable héritage. Fixant l'énorme escalier, notre protagoniste remarqua que le chemin allait être difficile avec tout ce monde luttant pour la même chose. L'esprit le rassura en lui disant que ceux destinés à recevoir l'héritage trouveraient le chemin jusqu'au sommet malgré les obstacles. Notre protagoniste comprit et acquiesça. Lorsque l'échelle toucha le sol, tout le monde se mit à courir, laissant notre protagoniste choqué. L'une des filles se tourna vers lui, lui demandant s'il allait rester à ne rien faire alors que l'héritage risquait d'être pris par quelqu'un d'autre. Souriant, notre protagoniste répondit que le destin ne pouvait pas être précipité, quoi. Ce moment-là, quelque chose attira son attention. En regardant, il vit que Su-Yan était déjà là-haut. Il pensa qu'elle était incroyable, même sans dépendre du destin, et qu'elle était déjà bien avancée. Il se tourna vers les filles et leur dit qu'il devait y aller. Elles acquiescèrent et répondirent d'accord. En atteignant l'échelle, notre protagoniste regarda en haut, réfléchissant que ces marches menaient à un véritable héritage. À ce moment-là, en posant le pied, la fille remarqua quelque chose. Notre protagoniste demanda où était parti tout le monde, ressentant un silence pesant. La cadette remarqua qu'il était impossible de voir les autres et s'interrogea sur ce qu'il se passait. Commencé à trembler, notre protagoniste demanda à l'esprit ce qui se passait. L'esprit répondit que les escaliers possédaient d'innombrables dimensions séparées pour que chaque participant ne soit pas en danger. Rassuré, notre protagoniste leur dit de continuer. En posant le pied, notre protagoniste se demande ce que c'est. La fille lui demande ce que c'était, attirant son attention, et il lui répond qu'elle comprendra en pratique. La laissant choquée, l'aînée remarque qu'une faible énergie yang émane des marches. La cadette commente qu'il faudra utiliser le ki de la tribu Yang pour continuer. Sa sœur répond que l'énergie est très faible et que si c'est tout ce que ça a à offrir, ce test sera facile. L'autre rétorque de ne pas baisser sa garde, car il reste encore beaucoup de marches, et à mesure qu'ils avanceront, cela deviendra plus difficile. Heureux, notre protagoniste répond qu'ils ne sauront que lorsqu'ils arriveront là. Quelque temps après avoir commencé la marche, on pouvait voir, au sommet, deux esprits, l'un de feu et l'autre de glace, observant tout. On remarquait que les filles étaient à bout de force, suant abondamment et s'essuyant le front. La patiente, plus âgée, dit que c'était difficile, tandis que sa sœur, appuyée sur son genou, ajouta qu'elles avaient presque atteint la marque des 500 marches et que l'énergie de l'attribut Yang devenait de plus en plus forte. Nosupra pensa que, pour lui,
L'énergie de la tribu Yang était bénéfique, mais qu'elle pouvait devenir difficile à gérer pour les autres. Il suggéra alors de faire une pause si elles étaient trop fatiguées. La fille rétorqua que ce n'était pas nécessaire et qu'elles étaient là pour le protéger. En montant une nouvelle marche, elle frissonna en disant qu'il faisait froid. Notre protagoniste s'approcha d'elle et demanda ce qui n'allait pas. En posant le pied sur la marche, il comprit que l'énergie avait changé pour devenir de l'attribut gelide. Pensant aux deux attributs extrêmes en Yang, il réalisa que c'était le défi à relever. Il était capable d'utiliser l'art secret du Yang pur pour supporter cette énergie. Il se tourna et proposa de faire une pause ou de continuer. La fille, légèrement irritée, lui dit qu'il la sous-estimait, ce à quoi il répondit en souriant que non. Elle lui tendit la main et dit qu'ils allèrent le faire ensemble, tandis que sa sœur acquiesça et canalisa leur énergie. Ils continuèrent à monter avec notre protagoniste en tête. Ils atteignirent à la marque des 1000 marches, et notre protagoniste remarqua que l'énergie revenait à la tribu Yang. Les filles, en sueur, pensèrent que c'était très chaud, tandis que la plus jeune semblait avoir le cerveau en ébullition. Sa sœur lui lança un flacon de pilule en disant qu'elle devait en prendre une. Elle remarqua alors que notre protagoniste ne prenait pas de pilule et ne semblait pas fatigué. Comme si de rien n'était, il répondit qu'il n'était pas du tout fatigué. La fille commenta qu'il devait avoir de la chance. Notre protagoniste les rassura en disant que ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'elle n'ait plus besoin de se reposer. À ce moment, il s'arrêta car il remarqua que la fille se ventilait une zone particulière en disant qu'il faisait très chaud. Notre protagoniste la regarda en silence, ce qui la fit crier, demandant ce qu'il regardait. Il pensa alors que ça valait le coup. Plus tard, la fille trembla et dit que c'était très froid. Elles se serrèrent les unes contre les autres, commentant que notre protagoniste n'avait pas besoin de leur protection. Déterminées, elles appelèrent notre protagoniste, qui était déjà en tête, et lui dirent que, vu ses compétences, il serait beaucoup plus loin s'il ne les attendait pas. Elles ajoutèrent qu'elles ne faisaient que le ralentir. Notre protagoniste proposa alors de faire une pause, mais la plus âgée déclina, disant qu'il n'y avait aucun danger et qu'il pouvait continuer seul. Notre protagoniste remercia et s'élança, en avant, promettant de raconter ce qu'il trouverait en haut.